Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Bienvenue sur Réveille ton bise, le podcast qui t'aide à y voir plus clair quand tu ne sais plus trop où tu vas et que tu as envisagé au moins une fois de fermer ta boîte à 2h32 du mat après une énième insomnie. Moi, c'est Justine Arma, je suis entrepreneur depuis 2018. Mon job, t'aider à traverser les creux, retrouver de la clarté et redonner du sens à ton activité avec plus de kiff et évidemment moins de pression. Parce que oui, persévérer, ça peut aussi rimer avec envie de bosser moins. Alors si aujourd'hui t'as autant d'entrain que le mec de ta meilleure amie traîner à un karaoké un soir de pluie, alors t'es au bon endroit. Prends un café, un carnet et bonne écoute. Hello Alex. Salut Justine, je suis très content d'être là, même si nous sommes assis alors que nous allons parler justement du bienfait de bouger. Absolument. Je suis ravie d'être avec toi pour ce deuxième épisode que nous enregistrons à la suite du premier. Donc autant te dire qu'on a passé pas mal de temps là, assis l'un en face de l'autre, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes, surtout si les personnes qui nous écoutent sont assis et assises. On va parler de la chaise. Et plus précisément du pouvoir qu'elle a pris sur nos vies à toutes et tous. Comme je le disais, je suis ravie de te recevoir. Tu es donc Alexandre Dana, auteur de 3 livres, multi-entrepreneur. On te retrouve dans le podcast Métamorphose aussi pour entendre le doux son de ta voix. Tu es cofondateur de Live Mentor et j'en passe. Et là, surtout, tu viens de publier un livre qui m'a beaucoup interpellée, avec pour titre, qui claque, un peu provoque, mais surtout terriblement juste, La chaise tue. Parce qu'on passe nos journées assis à créer, à réfléchir, à produire, à regarder des trucs qui n'ont pas de sens. Et on ne réalise pas à quel point, eh bien, ce mode de vie-là nous épuise, nous coupe de notre énergie, de notre corps et même de notre créativité. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça, de pourquoi la sédentarité, ça nous rend malade et pas que mal au dos ni mal aux fesses. Pourquoi ce n'est pas forcément de notre faute si on bouge pas trop, voire un peu moins. Et surtout, comment remettre du mouvement dans son quotidien sans que ce soit quelque chose d'ultra performance, sans tout révolutionner parce qu'on n'a pas besoin de courir un marathon. Et promis, c'est pas ce qu'on a demandé aux auditeurs et aux auditrices de faire aujourd'hui. On va juste essayer de remettre un petit peu de mouvement, un petit peu de vie dans notre corps et surtout dans nos entreprises. On va commencer dans le vif du sujet, mais pourquoi ce titre si percutant, La chaise tue? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à écrire ce livre là, maintenant? Alors pourquoi ce titre? On s'est posé la question avec mon co-auteur est-ce qu'on prend ce titre ou un autre? En fait, malheureusement, il n'est pas provocateur. Heureusement, les études scientifiques, elles sont complètement formelles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité, c'est le 4e facteur de mortalité au monde. C'est le premier facteur de mortalité évitable. En France, chaque année, on attribue 36 000 décès à la sédentarité. C'est énorme. Et c'est indéniable que passer 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour assis, ce qui va très vite, hein, si on compte le temps qu'on passe à travailler, si on a un travail de bureau, le temps à manger, le temps à se plonger dans des loisirs Conduire, sédentaires. oui, oui. Oui, conduire effectivement les transports et puis après tu as les loisirs sédentaires comme, l'ordinateur, les jeux vidéo, les séries Netflix et cetera. Ce temps-là, passé assis, on sait qu'il accélère les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de diabète de type 2, c'est 4 millions de personnes en France, les risques de troubles musculo-squelettiques, les lombalgies, le mal de dos, le syndrome du canal carpien, les tendinites du pouce, et qu'il accélère également, la prise de poids et les risques d'obésité. Aujourd'hui, ça touche 20 des adultes en France, l'obésité. Ça a été multiplié par 3 chez les jeunes de 18-24 ans. Donc, il y a aujourd'hui une alerte, forte de la part de tous les professionnels de santé, cardiologues, neurologues, nutritionnistes, heu, pour qu'on soit plus actif physiquement et d'ailleurs les psychologues et les psychiatres aussi militent pour ça parce que la sédentarité est également associée à des problèmes de santé mentale et anxiété, dépression. Et enfin, sur un autre angle, j'ai vraiment apprécié, découvrir les liens entre sédentarité et créativité. Mmh. On a tous le sentiment en nous que ça nous fait du bien de faire des pauses, d'aller nous balader, d'aller s'aérer l'esprit. En fait, c'est pas juste un sentiment, c'est une réalité. On a véritablement de meilleures idées en marchant. On pourra y revenir après dans la conversation. Donc voilà pourquoi, on a choisi ce titre, La chaise tue.
Et après, pourquoi moi j'ai voulu écrire ce livre? Donc comme tu l'as dit, je travaille pour un podcast santé qui s'appelle Métamorphose, créé par, mon amie, Anne Guéquière, qui a fait un travail vraiment formidable. Moi, je suis membre de l'équipe, journaliste, intervieweur Mmh. et à à mon micro, en fait, j'ai reçu des spécialistes de santé de domaines très différents et à chaque fois, ces personnes, à un moment, mentionnaient la sédentarité. Ils disaient: «Bon, moi, je viens vous parler, d'infarctus, je viens vous parler d'Alzheimer, je viens vous parler de tel ou tel problème et on constate dans notre domaine à nous, notre spécialité à nous, que la sédentarité, c'est un problème majeur. Ça a un impact direct». Donc en tant que personne qui aime créer des liens entre différentes disciplines, qui aime, heu, avoir un regard le plus, heu, pluridisciplinaire possible, ça m'a passionné, avec Victor de faire ce livre et d'aller regarder justement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on est tombé dans un environnement qui nous sédentarise autant, et qui joue en fait contre notre volonté individuelle. On ne désire pas être aussi sédentaire, mais on le devient. C'est un sujet en tout cas, q déjà, abordé il y a déjà plusieurs années. J'ai le souvenir quand j'ai rejoint Live Mentor en tant que mentor, avant les confinements, et surtout pendant les confinements, c'était un sujet où je me souviens d'une réunion informelle entre nous tous pour prendre des nouvelles, de savoir comment est-ce que ça va, de notre côté. Qu'est-ce que vous mettez en place, les mentors, l'équipe, pour bouger? Et donc c'est vrai Mmh, qu'on avait, répertorié à l'époque déjà les bureaux assis debout, les Swiss balls, le fait de bouger, mmh, de pouvoir se lever, toutes les heures, aller marcher. Donc c'est un sujet que tu avais mmh, déjà, mis en graine à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait que mmh. ça t'a enfin, pourquoi maintenant, en fait? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu à la fois, hem, ces rencontres avec des spécialistes de santé via Métamorphose, ma rencontre avec mon co-auteur Victor Fersing, qui est aussi un ami. On fait partie du même, groupe, de randonner randonner ensemble, à plusieurs, plusieurs fois par an. Victor est un journaliste spécialiste, de la place des écrans dans nos sociétés et notamment de l'addiction aux écrans et de la place des réseaux sociaux et ce sujet est complètement, inséparable de la sédentarité. On se sédentarise à cause des écrans. Il y a évidemment certaines technologies comme les compteurs de pas qui sont utiles, mais la plupart des technologies, elles nous ancrent sur la chaise, elles nous immobilisent. Mmh. Et donc ce regard, cette expertise de Victor sur le sujet a été super précieuse, super complémentaire pour qu'on fasse ensemble un très bon livre. Victor, c'est aussi un spécialiste, des enfants et de l'addiction des enfants aux écrans. Il est membre d'une asso qui s'appelle Lève les yeux, qui sensibilise dans les collèges et lycées sur ces sujets. Et puis, après, je pense qu'une dernière raison pour laquelle je voulais écrire ce livre, bah, c'est de voir un de mes proches, mon père en l'occurrence, hem, souffrir des problèmes de la sédentarité, des conséquences de la sédentarité. Mon père, toute sa vie, a été, assis. Il a exercé en tant que psychiatre et psychanalyste, mais c'est un métier où on est assis Mmh. et aujourd'hui, il est diabétique de type 2 et il a eu plusieurs, heu, voilà, conséquences, vraiment désagréables de la sédentarité qui limitent aujourd'hui, sa capacité à bouger, sa capacité à être en mouvement, sa capacité à faire des choses qui semblent, voilà, basiques du quotidien parce qu'il a été trop longtemps assis. Donc, voilà, voir en direct jusqu'où ça peut mener, ça donne aussi beaucoup d'énergie pour aller au bout de ce projet. Tu ouvres le livre, avec la référence à Wall-E. On y voit des humains Mmh, littéralement incapables de se lever. Tu dirais qu'on en mmh. est où aujourd'hui dans cette dystopie? Ce film il est vraiment assez génial, donc c'est l'histoire du petit robot qui nettoie une planète et puis Mmh. à la fin, ça on l'a peut-être oublié, mais à la fin de Wall-E, on redécouvre les humains et les humains sont dans des vaisseaux spatiaux, ils sont obèses et ils sont sur des chaises super technologiques qui leur permettent de tout, réaliser. Avec la chaise, ils peuvent se déplacer, avec la chaise, ils peuvent commander à manger, avec la chaise, ils peuvent faire X, Y, Z et ils ont perdu confiance en eux. Ils ont perdu confiance dans leurs capacités. Ils ont perdu leur instinct d'explorateur. Ça, est-ce qu'on en est là? Pas encore, mais on s'en rapproche un petit peu quand même. Ça nous semble pas choquant de voir 8 millions de personnes en France qui travaillent
devant un bureau et encore ce chiffre est sous-estimé parce qu'il compte pas les travailleurs indépendants, mais ça nous semble pas du tout scandaleux de passer, voilà, 8, 9, 10 heures par jour assis devant un écran, alors que si tu reprends l'histoire de l'humanité, c'est complètement inédit. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents étaient tout le temps en train de marcher, tout le temps en train de se Mmh. déplacer, tout le temps en train de bouger et l'humanité s'est construite comme ça. Mmh. Nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils marchaient, 15 kilomètres par jour, ils portaient des poids assez lourds, ils étaient tout le temps en train d'utiliser la magie de notre corps. Le corps humain, c'est une machine à marcher. On sait très bien le faire. On a un tendon d'Achille qui fait office de catapulte, donc qui nous propulse en avant. Quand on marche, il y a une sorte de système de pendule qui se met en place avec nos jambes et ça nous fait économiser de l'énergie. On est capable de transpirer beaucoup plus que la plupart des espèces animales, notamment les chiens qu'on voit tirer la langue parce qu'ils transpirent moins que nous. Nous, on est capable de transpirer jusqu'à 8 litres d'eau par jour. C'est ce qui fait qu'on peut marcher pendant très longtemps, ce qui fait que tu as Mmh. des humains qui battent des chevaux sur des courses d'endurance et donc ça, c'est à la fois impressionnant, mais c'est aussi vraiment nécessaire. Le corps est fait pour être en mouvement, il est fait pour bouger en permanence. Donc, il faut absolument qu'on se le rappelle et qu'il y ait un électrochoc en ce moment. D'où le sujet vraiment de l'environnement sédentaire. Le fonctionnement des villes, le fonctionnement des écoles, le Mmh. fonctionnement des transports, le fonctionnement des loisirs est beaucoup trop devenu sédentaire. Il Mmh. faut qu'on agisse à ce niveau qui est systémique. C'est pour ça que dans le livre, on ne veut pas culpabiliser le Bien lecteur. sûr. C'est pas le sujet. Le Mmh. sujet, c'est de dire comment je réagis à mon niveau, comment je réagis au niveau de ma tribu, mes collègues, mes amis, ma famille, et comment je milite à un niveau citoyen Mmh. pour des changements. Il n'y a pas aujourd'hui en France, par exemple, de politique anti-sédentarité digne de ce nom. Tu l'as indiqué, l'OMS classe la sédentarité comme la 4e cause, de mortalité mondiale. Pourtant, clairement, on n'en parle quasi jamais, on n'en parle jamais, enfin, en tout cas, Mmh. c'est un sujet qui est vraiment invisibilisé. Hem, Pourquoi ce sujet, en fait? Enfin, pourquoi toi, tu écris un livre? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Et pourquoi avant qu'il se passe ça, on n'en entend pas parler? Alors c'est une bonne question, le pourquoi on n'en parlait pas. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que la chaise, c'est un tueur silencieux. Là, quand on est assis, toi et moi, on n'est pas en souffrance. On sent on se sent plutôt bien, en Mmh. fait. On va en payer les conséquences si on reste assis, 9 heures par jour, pendant plusieurs semaines. Là, on va commencer à en sentir les conséquences. C'est pas comme la cigarette, où la cigarette, qui était complètement acceptée il y a quelques décennies, ça nous semblait normal d'arriver dans des bureaux où tout le monde avait une clope, d'arriver dans un restaurant qui était complètement un nuage de fumée. Néanmoins, tout le monde sentait quand même immédiatement que, tu fumes, tu tousses, Mmh. tu vois bien qu'il y a un problème. La sédentarité, c'est plus sneaky, c'est plus C'est un peu plus vicieux, diffus, quoi. c'est vicieux, c'est diffus comme effet et ça, c'est un 1er problème. Le deuxième problème, comme en parle un médecin qui s'appelle Jean-Baptiste Bourgeois dans notre livre, c'est que la formation des médecins n'est pas au niveau. Les médecins ne sont pas assez sensibilisés au problème de la sédentarité durant leurs études. L'hypothèse que formule Jean-Baptiste Bourgeois, c'est de dire qu'il y a un prisme techno-scientiste des médecins qui sont peut-être plus intéressés par les nouvelles technologies médicales qui Mmh. font des merveilles, c'est sûr. Maintenant, on est capable d'opérer, tu vois, avec un niveau de précision qui est exceptionnel. Et peut-être que leur attention est plus là-dessus que sur l'activité physique, la marche, le mouvement, ces recommandations qui sont absolument essentielles. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Bah, peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui gagnent de l'argent économiquement quand on est assis. Chaque, heure qu'on passe assis est une heure où on est probablement Mmh. face à un écran, en train de commander quelque chose, en train de, regarder de la publicité et donc en train d'être des acteurs économiques. Mmh. Quand on est en train de marcher dans la nature, on fait gagner de l'argent à personne. On vole notre Donc voilà, attention. exa pour toutes ces raisons, voilà, il faut, sûrement avoir en tête que, heu, la sédentarité a été un problème complètement sous-estimé pendant longtemps. Tu dis enfin, qu'on peut être justement sportif et sédentaire. Tu peux nous expliquer Alors cette nuance? oui, alors ça a été aussi une très grosse découverte, dans ce travail d'enquête de 2 ans. C'est, quand on a commencé à interroger des médecins, de clubs de foot professionnels et qui nous ont dit: «Mais on n'a jamais eu autant de blessés que depuis 10 ans»
et c'est pas le problème n'est pas ce qu'ils font aux entraînements, c'est ce qu'ils font en dehors. Mmh. Nos joueurs de foot professionnels qui sont payés des fortunes, en dehors des entraînements, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, à chatter avec des fans, à jouer à FIFA. Ils jouent au foot, mais via les écrans. Hem Et on voit qu'ils ont des troubles musculo-squelettiques, on voit Mmh. qu'ils ont de l'insuffisance cardiaque, et cetera. Donc là, tu te rends compte effectivement qu'il y a un problème, et après c'est attesté par la recherche médicale qui explique que le corps, il peut pas compenser avec une grosse séance de sport par semaine, une immobilité qui est quotidienne. Il peut pas, ça marche pas comme ça. Il a besoin d'être constamment en mouvement, d'avoir des articulations qui sont huilées, qui sont lubrifiées. Il a besoin d'avoir un muscle cardiaque qui bat, qui pompe. C'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de François Carré, qui est ce cardiologue qu'on a interviewé pour écrire La Chestu, qui dit: «Vous ne vous lavez pas les dents une fois, par semaine, vous le faites 3 fois par jour». C'est la même chose avec le mouvement, il faut qu'il soit quotidien. On a déjà parlé des conséquences, sur notre santé. On le sous-entend aussi d'un point de vue de l'énergie, mais, hem, quelles peuvent être les conséquences au niveau de notre créativité? Alors ça, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on a Toutes mes tous questions sont déjà en intéressantes, hein. Oui, en fait, moi, ce sujet, de toute façon, j'y ai consacré 2 ans, et j'aurais pu y consacrer 2 années de plus. C'est Mmh. ça qui est passionnant avec la sédentarité. Le livre, d'ailleurs, est incomplet. Il y a des sujets qu'on n'a pas pu traiter par manque de place, mais on est en train de rédiger des chapitres bonus qu'on va envoyer aux lecteurs et aux lectrices. Un chapitre notamment sur les liens entre sédentarité et santé de la femme enceinte, et un Mmh. chapitre sur les liens entre sédentarité et crise de la testostérone chez les hommes. Tout OK. un monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire heu, que le thème est infini, et qu'il y a effectivement, heu, des liens nets entre activité physique et créativité. Mmh. On peut s'appuyer sur quoi? On peut s'appuyer sur, déjà, la qualité de l'éducation scandinave, par exemple. En Finlande, notamment, il y a ce qu'on appelle des classes de gigotage. Donc OK. quand le prof voit que la classe est un peu dissipée, qu'elle a moins d'attention, il lance un temps de gigotage, et il dit aux élèves: «Vous avez 5 minutes pour bouger de toutes les manières que vous désirez». Dans ces pays scandinaves, qui sont les mieux notés dans les classements scolaires, on a une grande partie des écoles qui sont des écoles dans la forêt, où les élèves sont pendant 1 jour, 2 jours Ouais. par semaine en mouvement dans la forêt. On n'a que 30 écoles de la forêt en France. On a interviewé pour le livre Sébastien Henry, qui est le directeur de la forêt des Lucioles, qui est une de ces 30 écoles dans la forêt. On peut ensuite s'intéresser à des grands penseurs, philosophes, artistes, scientifiques, qui ont toujours eu la marche, le mouvement au cœur de leur pratique créative. Kant, philosophe, était surnommé l'horloge de Königsberg, parce que tous les jours à 17 heures, dans sa ville de Königsberg, il partait se balader. Charles Darwin, la théorie de l'évolution, avait créé autour de sa maison ce qu'il appelait un chemin de pensée, Pensee, et il le prenait tous les jours pour aller faire travailler sa créativité, faire des ponts entre différentes idées. Il intégrait véritablement ce temps-là comme un temps de création. Et après, on a plein d'études scientifiques, notamment une fameuse qu'on mentionne dans le livre, qui s'appelle Give legs to your ideas, donner des jambes à vos idées, où on prend différents groupes de personnes, un groupe qui est immobile sur une chaise, un groupe qui est en mouvement en intérieur, un groupe qui est en mouvement en extérieur. On leur fait passer des tests de créativité. À chaque fois, c'est le groupe en extérieur qui cartonne. Donc, on ne sait pas exactement expliquer ce qui se passe dans le cerveau qui détermine cette plus forte créativité grâce au mouvement. On suppose que c'est la production d'endorphines, on suppose que c'est la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça active la pensée divergente, et le fait d'avoir plein d'idées sur un sujet donné, ça fonctionne mieux quand on est en train de marcher. Bien sûr, et puis je pense aussi que ça fait baisser aussi, son système nerveux. Tu vois, moi, chaque année, je pars faire un jeûne et randonnée. Mmh. Donc j'allie le Mmh. fait de ne plus manger pendant plusieurs jours et de faire de la randonnée. Alors on n'est pas sur Mmh. des, randonnées énormissimes puisque comme tu ne manges pas, l'idée c'est de pas non plus camper Mmh. sur la route. Mais j'ai jamais eu autant de moments de clarté, Mmh. lucidité et de calme qu'en étant en rando. Alors évidemment, j'avais pas besoin de me demander, ce que j'allais manger, quand est-ce que j'allais manger, parce que ça aussi, c'est des questions qui peuvent un peu polluer, le cerveau, créer une charge et donc venir un peu réduire sa phase de créativité. Mais c'était une expérience à chaque fois, c'est une expérience unique parce que, c'est tout le temps différent, mais c'est surtout, hem, assez incroyable de voir que cette mise en mouvement, heu, crée aussi un espèce de,
de moments de lucidité en fait et de Mmh. création d'espace pour laisser entrer d'autres formes de créativité. Et tu as été capable de marcher alors que tu ne mangeais pas. Et j'ai jamais aussi bien marché en plus en ne mangeant pas. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, enfin, heu, alors toutes les activités physiques ne se valent pas, mais pour le coup la marche, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le livre, Mmh. c'est vraiment ancré dans notre patrimoine génétique. C'est quelque chose qu'on sait faire, on a besoin de faire, qu'on ait mangé ou pas. Mmh. Complètement. J'ai eu la chance aussi d'accompagner, Alexandra, dont j'ai oublié son nom de famille, sur la création de son podcast Rande Ose. Et donc elle est coach et elle fait ses coachings en marchant et elle a créé un Absolument. podcast de coaching, pour du coup inciter les personnes à aller marcher et tout en développant Mmh. aussi, le dev perso et business, également. Mais on touche là à un sujet essentiel qui est comment faire son travail en marchant, en Exactement. mouvement. Là, c'est un exemple très parlant ce que tu viens de donner avec la coach, mais c'est ça vraiment le sujet. C'est puisqu'on ne veut pas être des sportifs sédentaires, on veut être des personnes qui intègrent le mouvement dans Oui, tous les espaces de nos vies. Donc on donne dans le livre une cinquantaine de solutions pour ça. Une d'entre elles, c'est les réunions en marchant, les appels en marchant, et le fait d'oser culturellement dire aux personnes avec qui on travaille: «Attends, au lieu de s'enfermer dans notre immobilisme respectif, au lieu d'être assis chacun sur nos chaises, allons faire ce qu'on doit faire, notre travail, en mmh, marchant». en Et marchant, c'est vraiment possible. complètement. C'est un Ju blocage culturel, la plupart du temps. Mmh. Justement, tu expliques qu'il faut arrêter de se dire, «Je ne peux pas» ou «Je ne peux pas adapter», mais aussi «Je suis paresseux, je ne bouge pas assez». Hem, En quoi justement ce n'est pas une question de volonté individuelle, mais plutôt un problème systémique? C'est un problème systémique parce que l'école est pensée en France sous un fonctionnement très sédentaire, Mmh. où les élèves sont toute la journée assis. C'est un problème systémique parce que énormément de villes se sont construites pour le culte de la voiture. Moi, je vis aujourd'hui à Paris. J'y ai grandi quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je jouais au foot, tous les jours dans la rue. Aujourd'hui, je ne vois plus jamais des enfants jouer dans la rue. Ça n'existe plus. Donc les villes ont été pensées pour les voitures parce que le monde du travail, notamment avec le Covid, a complètement, basculé dans, l'addiction au Zoom Mmh. et le télétravail n'est pas associé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à une moins forte sédentarité, mais à une plus forte Mmh. sédentarité. Ouais. Parce qu'on perd le trajet jusqu'à son travail, on perd les pauses café et cetera. Et parce qu'évidemment, il y a les écrans qui sont omniprésents et l'économie de l'attention. C'est comme on me disait, il y a des entreprises qui, gagnent de l'argent si on est immobile et sédentaire, et ces entreprises, bah, recrutent des centaines de milliers d'ingénieurs, de développeurs, de designers pour construire des interfaces qui sont addictives et qui font qu'on est seul face à ce téléphone, et avec derrière ce téléphone, plein de gens Mmh. qui sont là, qui sont payés pour qu'on se connecte encore et encore. Donc là, il y a un problème systémique qui appelle à de la réglementation. L'Australie, notamment, est en pointe sur l'interdiction de certains réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La Slovénie teste le VO2 max de ses collégiens et lycéens pour détecter justement une baisse de leur capacité respiratoire. Quand les réseaux sociaux ont été introduits, ils ont constaté une baisse et donc ils ont adapté le programme pour les faire bouger plus. Le Japon a mis en place, dans les années 1920, une super politique qui s'appelle Radio Taizo, où ils diffusent des séquences de gymnastique via la radio principale du Mmh. pays. Heu et ils ont demandé aux grandes entreprises japonaises de diffuser, ce Radio Taizo, dans leurs bureaux pour que les gens bougent. Donc on a des exemples, il faut vraiment s'en inspirer très vite. Dans le livre, tu proposes 42 solutions concrètes. Si on ramène ça à la vie de l'entrepreneur, personne qui nous écoute aujourd'hui, et si, en plus, je challenge, tu pouvais en partager 3 à mettre en place dès demain, ce seraient lesquelles à nos amis entrepreneurs qui nous entendent? Alors, moi je dirais que la première, c'est vraiment les appels et réunions en marchant. Ça, c'est essentiel de se Ouais. dire: «Mais quand je parle à quelqu'un, pourquoi je ne suis pas en train de marcher?» Ça, c'est trop important, trop, trop important. La deuxième, c'est la modification de l'espace de travail pour qu'il soit pro-mouvement. Ça peut être un bureau assis debout, ça peut être un siège ballon, ça peut être des élastiques, ça peut être, un tapis de yoga à porter, ça peut être des haltères, en fait, tout ce qu'il y a chez un kiné, bah, on peut le mettre Mmh. autour de soi. Et après le troisième changement, c'est de faire confiance à cette créativité qui vient par le mouvement et se dire: «Tiens, il y a des réponses que je vais trouver en allant me balader», et donc je réduis
mon temps de travail, en apparence, mais en fait, je suis pas en train de le réduire, je suis en train de travailler autrement. Faites l'expérience, je propose différents protocoles dans le livre, notamment un avec un carnet, hem et vous me direz, ce que ça donne. Le piège aussi qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur en travaillant chez nous, c'est de, s'équiper et moi j'en ai un, de tapis de marche et donc je me suis Mmh, retrouvée, comme un hamster dans mon bureau en train de marcher et mmh, travailler. Certes, très bien, mais du coup, il y avait pas forcément l'élan. Je n'avais plus besoin d'aller dehors puisque je marchais dans mon bureau. mmh. Parce que j'avais oublié les bienfaits que pouvait être d'aller juste prendre l'air, respirer l'air, tu vois? Et oui, le tapis de marche, on en parle dans le livre. On a un avis justement nuancé sur la Mmh. question et si tu veux, je crois que j'avais même écrit un article sur notre newsletter, tu pourras qui pourra intéresser les personnes qui nous écoutent avec, notre position sur les tapis de marche qui sont effectivement au mieux un complément, Mmh. à une pratique de marche en extérieur, mais qui ne sont pas une solution idéale. Tu dis aussi que le mouvement, c'est une question de posture mentale. Qu'est-ce que bouger, change dans sa façon de diriger, de décider et de créer? Déjà, ça a plein d'avantages sur notre niveau de stress. C'est pas un hasard si au Japon, on a 300 chemins de randonnée qui sont classifiés randonnées thérapeutiques et qui permettent la fameuse technique du bain de forêt où tu vois des Japonais faire des câlins aux arbres. Mais derrière ces câlins aux arbres, il y a surtout le fait de marcher Oui. en nature. Ces séjours peuvent être remboursés par des mutuelles. Il est possible de passer une certification pour devenir un guide, un accompagnateur de ces chemins de randonnée thérapeutique. Avoir, cette pratique-là en soi, ça nous force à être moins dans une crispation, à être moins dans une tension et donc à avoir, tout simplement plus de lucidité dans notre prise de décision, plus de clarté et ça, ça change une vie, ça change une vie d'entrepreneur. On s'approche doucement de la fin de cet épisode. Évidemment que l'ensemble des ressources, évidemment le livre, mais aussi la newsletter seront disponibles en description de l'épisode. Mais si on devait retenir qu'une seule phrase de la chaise tue, ce serait laquelle? Que le remède est simple, plaisant, gratuit et accessible, quel que soit son âge, sa situation de famille et cetera et ça, c'est vraiment le grand, le comment dire? Le grand décalage en fait dans ce livre. C'est d'un côté, c'est horrifiant les impacts de la sédentarité. On a parlé santé physique, mentale, Mmh. sociale, créative et c'est simplissime la solution. Donc allons-y, tant mieux, c'est génial. Enfin, faut revenir à une sorte de bon sens, ancestral. J'ai quand même une question qui me taraude. Pour lire ton livre, il faut être assis ou allongé. Qu'en est-il d'une La version version audio? audio la version audio sort en janvier. Je suis, Yes! totalement, déterminé à harceler mon éditeur pour que ce soit le cas. On est sur le coup, en plus normalement on devrait enregistrer nous-mêmes la voix avec, Trop bien, Victor, c'est mon co-auteur. Donc, évidemment que c'est un livre qu'on veut en version audio pour l'écouter en marchant. trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager? Dernier mot, si vous avez, l'habitude de l'activité physique, partagez ça autour de vous à des gens qui l'ont moins, c'est un cadeau exceptionnel que vous allez leur Mmh. faire. Merci Alex, encore une fois, pour cette conversation pleine de lucidité et évidemment d'élan vers l'extérieur. Merci de nous montrer le livre. Je ne l'ai toujours pas reçu, je l'attends avec impatience. J'ai eu la chance que tu m'envoies l'épreuve pour pouvoir du coup lire Mmh. et préparer cette Mmh. interview. Mais j'ai vraiment très hâte d'avoir l'objet entre les mains parce qu'un livre papier reste toujours bien meilleur qu'un livre PDF. En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. J'aime l'odeur, la Oui, matière et pouvoir l'emporter où que ce soit sans me dire: «Est-ce que je vais avoir encore assez de batterie sur mon truc?» je suis Voilà, d'accord. c'est une lecture qui est accessible, qui est percutante et qui remet le corps au centre de nos vies d'humains et aujourd'hui d'entrepreneurs, puisque ce sont les personnes qui nous écoutent majoritairement. Tout sera disponible en description de cet épisode et aux personnes qui nous ont écoutés, sortez dehors. J'espère que vous avez, pris le temps de marcher pendant l'écoute de cet épisode de podcast. Si c'est pas le cas, cassez-vous, allez dehors, Très allez bien. marcher. Allez acheter le livre d'Alexandre Dana, passez chez votre libraire préféré en marchant si possible. Et puis surtout, si vous êtes au coworking, partagez-le à un collègue de coworking, à votre pote freelance ou à votre associé qui lui est assis à ce moment même en train de travailler derrière son écran. Parce qu'on mérite tous et toutes de quitter un peu nos chaises avant qu'elles ne nous tuent pour de bon. Merci Alex. Merci beaucoup Justine, merci infiniment. C'est super À sympa. très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu es clairement dans le club des vrais. Si ça t'a fait du bien,
fait réfléchir ou donner un peu d'élan, partage-le à une entrepreneur autour de toi. Tu peux aussi t'abonner, laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est clairement le meilleur moyen de faire vivre Réveille ton bise. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ton bise. Bye bye!